Dans cet exercice, on considère une économie d'échange à 2 biens et 2 consommateurs. Le consommateur 1 a sa propre fonction d'utilité UA et le consommateur 2 a sa fonction d'utilité UB. X, I, J désigne la consommation du bien I par l'agent J. Dans cette économie, il y a 12 unités du bien A et 9 unités du bien B, donc ça ce sont les tailles de marché, et ces biens sont répartis en dotations initiales sur l'agent A et l'agent B. Donc ici, on nous informe que l'agent A possède 3 unités du bien 1 et l'agent A possède 6 unités du bien 2. L'agent B possède 9 unités du bien 1 et l'agent B possède 3 unités du bien 2. 4 questions nous demandent d'écrire les fonctions de demande brute des 2 consommateurs, de déterminer l'équilibre général, de vérifier le respect de la loi de Walras et s'interroger, savoir si l'optimum qu'on va obtenir par le calcul sera ou non un optimat de Pareto. Première question nous demande de déterminer les fonctions de demande brute. Ce qu'on observe, c'est que les 2 fonctions d'utilité qui nous sont proposées sont des Cobb-Douglas. On peut donc utiliser les formules afférentes à la Cobb-Douglas, à savoir que la demande en bien 1 pour l'agent A serait égale à alpha sur alpha plus bêta multiplié par R sur le prix du bien 1, puisqu'ici on réfléchit sur le bien numéro 1. Et puis pour le bien 2, on aura bêta sur alpha plus bêta, R divisé par le prix du bien 2, puisqu'on réfléchit sur le bien 2. Alors le revenu de notre consommateur, il est égal à la valeur de sa dotation initiale. Or on sait que notre agent possède 3 unités du bien 1 et il possède également 6 unités du bien 2. Donc 3P1 plus 6P2 correspondra au revenu de notre agent A. Il reste à identifier sur notre fonction d'utilité alpha et bêta, ici alpha égale bêta égale 1/2, et ensuite à résoudre cette écriture, à l'écrire la plus proprement possible. Donc vous avez ici différentes étapes dans laquelle on va déjà traiter la première fraction qu'on va pouvoir simplifier. Et puis ensuite, on a ici cette écriture-là. Alors on sait qu'on va avoir besoin d'une écriture faisant apparaître le rapport des prix, puisque dans la résolution d'un équilibre général, on n'obtient pas le prix, on obtient le rapport de prix. Il faudra ensuite poser que l'un est numéraire. Donc ici, on peut très bien s'arrêter à cette écriture-là, qui découle directement de celle-ci. On peut aller un peu plus loin pour faciliter nos calculs plus tard, en simplifiant ici par P1, il reste donc 3/2, et ici on aura 6P2 sur 2P1, c'est-à-dire 3P2 sur P1. De la même manière pour X2, on a notre revenu tel que défini précédemment, on va avoir le rapport identifié, construit à partir des exposants de l'utilité. On en fait une petite simplification ici, puis une réécriture ici, et je réintègre le tout en une seule fraction pour obtenir ce résultat. Même chose, je vais un tout petit peu plus loin pour gagner du temps dans la suite de l'exercice, et j'écris la même chose ici en gardant le rapport des prix, 3P1 sur 2P2, et ici en simplifiant par 2P2, donc il me reste 3. Pour l'agent B, on a strictement les mêmes formules. Ce qui change, ça va être la nature des exposants, puisqu'on n'a pas la même fonction d'utilité, et la nature du revenu, enfin la valeur du revenu. Donc en fait ici, notre agent il a 9 unités du bien 1, d'où 9P1, et il a 3 unités du bien 2, d'où 3P2. Du coup, ici, 9P1 plus 3P2 représente la valeur de son revenu. On fait la même chose, on simplifie les fractions, et on peut écrire ce résultat-là, sachant que là aussi, je vais un petit peu plus loin pour gagner du temps plus tard dans l'exercice, en écrivant ici avec le rapport des prix. Pour le bien 2, on réécrit l'ensemble des éléments à partir de cette fonction-là, à partir de cette écriture-là. On réidentifie alpha et bêta, on réidentifie notre revenu. On a donc une première fraction ici qu'on va pouvoir essayer de simplifier et de réintégrer pour obtenir cette écriture.
Même chose, je vais un peu plus loin pour obtenir le rapport des prix. Question suivante. Pour déterminer l'équilibre général, il faut procéder en 2 étapes. La première étape, ça sera d'identifier les demandes nettes. Et puis une fois qu'on aura les demandes nettes, eh bien, on pourra vérifier qu'on est sur un équilibre général. On pourra vérifier qu'on est sur un équilibre général en s'assurant que la somme des demandes nettes est nulle. Donc dans un premier temps, il faut déterminer les fonctions de demande nette. Les fonctions de demande nette sont égales à la quantité que le consommateur souhaite consommer moins ce qu'il possède déjà. Les quantités que le consommateur souhaite consommer, on les connaît déjà, ce sont les fonctions de demande brutes qu'on vient de déterminer dans la question précédente. Du coup, ici, on peut écrire la fonction de demande nette de l'agent A en bien 1 en écrivant la fonction de demande brute telle qu'on l'a calculée dans la question précédente, moins les quantités déjà détenues par l'agent A, à savoir 3 unités de bien 1. Il reste ensuite à simplifier cette écriture. Donc ici, eh bien, j'ai coupé ma première fraction en 2. Ici, je réécris le moins 3 pour pouvoir l'additionner avec ce 3/2 que j'obtiens par simplification de cette première écriture. Du coup, on obtient moins 3/2 plus 3P2 sur P1. Pour la demande nette de l'agent A en bien 2, je prends la demande brute telle qu'on l'a calculée dans la question précédente, moins les 6 unités que notre agent A possède déjà. On fait une réécriture mathématique, donc j'ai scindé ma première fraction en 2, et puis ensuite j'obtiens donc moins 3 plus 3P1 sur 2P2. Je fais la même chose pour le deuxième agent. Je prends la demande brute telle que calculée précédemment, moins 9 unités déjà possédées. Et enfin, pour la demande de l'agent B en bien 2, je vais faire la demande brute telle que calculée précédemment, moins les 3 unités déjà possédées, ce qui me permet d'obtenir ces 2 résultats. Deuxième étape de la méthode, on cherche maintenant à identifier les valeurs de l'équilibre général et donc à obtenir le rapport des prix dans cette économie. Ce qu'on sait, c'est que pour l'équilibre général, on va avoir la somme des demandes nettes qui est nulle. Donc la demande en bien 1 de l'agent A plus la demande en bien 1 de l'agent B doit être égale à 0. Et la demande en bien 2 de l'agent A plus la demande en bien 2 de l'agent B doit être égale à 0. Donc je peux réécrire ce système en intégrant les différentes demandes nettes que nous avons calculées dans la question précédente, à savoir les résultats qui sont ici. Nous savons que ces 2 équations ne pourront pas être indépendantes l'une de l'autre, on va donc chercher le rapport des prix à partir d'une seule de ces 2 équations. Je choisis de partir de l'équation 1 que j'ai réécrite ici. Alors, je vais mettre dans la partie droite de mon égalité l'ensemble des constantes, donc ici 3/2 et 9/5, et je garde dans la partie gauche de mon égalité les références au prix. Je vois qu'ici j'ai un ratio qui est divisé par P1 et l'autre divisé par 5P1, je mets donc sur le même dénominateur 5P1 en multipliant ici le numérateur par 5 et en gardant le deuxième numérateur identique. Ici, je fais la même chose, je mets tout au même dénominateur, donc divisé par 10, et j'obtiens du coup 27P2 sur 5P1 qui est égal à 33 dixièmes. Ce qui m'intéresse, c'est le ratio P1 sur P2 ou P2 sur P1, peu importe. Donc ici, P2 sur P1 va nous donner 33 fois 5 divisé par 27 dixièmes, c'est-à-dire 33 54e. Que vous pouvez présenter soit en étant P2 sur P1 qui donne 33 54e, soit P1 sur P2 qui donne 54 33e. Maintenant qu'on a le rapport des prix, on va pouvoir calculer les quantités consommées en bien 1 et en bien 2 par chacun des agents et les demandes qui vont être exprimées par chacun de ces agents sur le marché. Alors ici, on va partir de X1A, c'est-à-dire la quantité de bien 1 que le consommateur A souhaite consommer. On trouve cette écriture dans les questions précédentes et je prends évidemment l'écriture que j'avais faite dans laquelle j'avais fait apparaître le rapport des prix.
ce qui va me permettre d'injecter ici directement le rapport des prix que nous venons de trouver. Et j'obtiens 3,34. De la même manière, pour connaître la quantité de bien 2 que le consommateur A souhaite consommer à l'équilibre, je reprends cette écriture que j'avais obtenue dans les questions précédentes en prenant soin de prendre celle qui fait apparaître le rapport des prix et je remplace par le rapport des prix que je viens de trouver. Attention, ici j'ai P2 sur P1, d'où 33 sur 54, et là j'ai P1 sur P2, d'où 54 sur 33. Donc attention au sens dans lequel on écrit notre rapport des prix. Même chose pour les demandes nettes. Ici la demande nette pour l'agent A en bien 1 s'écrit de cette manière, nous l'avons calculé un petit peu avant. Je remplace P2 sur P1 par le rapport des prix qu'on vient de trouver et j'obtiens une demande nette en bien 1 pour l'agent A de 0,34. Pour le bien 2, cet agent A souhaitait demander cette quantité-là. On l'obtient en remplaçant le rapport des prix par la valeur qu'on a trouvée et on obtient moins 0,545. Ce que ça signifie, c'est que à l'équilibre, notre agent A souhaite consommer 3,34 unités de bien 1. Or, on sait que notre agent possède déjà 3 unités de bien 1. Donc en fait, on n'est pas surpris de trouver ici 0,34, c'est la quantité supplémentaire de bien 1 que le consommateur veut consommer, mais qu'il n'a pas encore, et que donc il doit demander sur le marché. À l'équilibre, notre consommateur souhaite consommer 5,455 unités de bien 2. Mais on sait que cet agent-là possède 6 unités de bien 2. Donc en fait, il va vendre une partie de ce qu'il possède en bien 2 sur le marché. Et donc on n'est pas surpris de trouver ce chiffre, moins 0,545. Il va vendre pour 0,545 unités de bien 2, puisqu'il en a 6, mais qu'il ne souhaite consommer que 5,455. Le revenu tiré de cette vente-là va lui permettre de financer l'achat qui est réalisé ici. Et donc la valeur de la vente de cette quantité-là de bien 2 est égale à la somme dont il a besoin pour acheter ce bien 1. De la même manière pour l'agent B, je ne refais pas le détail mais c'est strictement la même chose. L'agent B souhaite consommer 8,66 unités de bien 1 et 3,545 unités de bien 2. Notre agent B possède 9 unités de bien 1, donc il va en vendre une partie et les sommes collectées à partir de cette vente vont lui permettre de financer l'achat qui est ici. Notre agent possède déjà 3 unités de bien 2, mais il souhaite en consommer un peu plus, 3,545 unités, donc il lui faut acheter sur le marché 0,545 unités de bien 2 qu'il financera par la vente de son bien 1. Question numéro 3, la vérification de la loi de Walras. Alors, ce qu'on sait, c'est que sur l'ensemble des marchés, la somme des demandes nettes est égale à 0. Ça, c'est ce que nous dit la loi de Walras. Donc, il va falloir qu'on vérifie ça. Alors, concrètement, ça veut dire que la valeur des sommes échangées sur chacun des marchés est égale. La valeur de ce qui est échangé sur un marché, c'est égal à la somme des demandes exprimées sur le marché multipliée par le prix du bien échangé. Même chose sur le marché numéro 2, la valeur de ce qui est échangé est égale à la multiplication des sommes des demandes exprimées sur le marché, des demandes nettes, multipliées par le prix du bien. Et ce qu'on sait, c'est que si on est à l'équilibre, ces sommes-là se compensent. C'est-à-dire que ce qui va être la valeur de ce qui est échangé sur un marché est exactement l'opposé de ce qui va être échangé sur l'autre marché. Autrement dit, la somme de ces valeurs-là est nulle. Ici, on est à l'équilibre général. Comme nous sommes à l'équilibre général, cela signifie que la somme des demandes nettes est nulle. Autrement dit, le contenu de cette parenthèse peut être remplacé par un 0. Même chose sur le deuxième marché, puisque nous sommes à l'équilibre, eh bien, la somme des demandes nettes est nulle. Donc ici, on peut remplacer par un 0 et on observe qu'effectivement, on obtient 0. La loi de Walras est donc toujours vérifiée à l'équilibre. Question numéro 4, est-ce que cet équilibre général est également un optimum de Pareto? Alors ce qu'on sait,
c'est qu'on est à l'équilibre général. Et en fait, on va essayer de vérifier le premier théorème de l'économie du bien-être qui nous dit que si on est à l'équilibre général, alors on a forcément un optima de Pareto. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de vérifier ça? Eh bien, on sait que on est à un optima de Pareto lorsqu'il y a égalité entre les TMS des deux agents. Alors là, on ne va pas rentrer dans des calculs très compliqués, on pourrait aller chercher les TMS et s'assurer que c'est vrai. En fait, on va prendre une autre méthodologie. Ce qu'on sait, c'est que le TMS de chacun des agents est égal au rapport des prix. Donc le TMS de A est égal au rapport de prix et le TMS de B est égal au rapport des prix. Et ça, c'est vrai à l'équilibre qu'on a calculé pour chacun des optima de chacun de nos agents. Et donc, puisque le TMS de A est égal au rapport des prix et le TMS de B est égal au rapport des prix, par transitivité, le TMS de A est forcément égal au TMS de B. On a donc vérifié, par cette égalité, le fait que le premier théorème de l'économie du bien-être est validé. Un équilibre général est forcément un optima de Pareto.